Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Laurence Coutu-Paquin. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, on reçoit des suggestions de films à voir pour le temps des fêtes. Du Jamais vu à Laval, une exposition qui regroupe 30 artistes internationaux à la salle Alfred Pellan. Besoin d'idées cadeaux pour Noël? On vous fait découvrir la magnifique boutique Fleurs et Distinctions. Sanofi Canada reçoit un des meilleurs prix, en fait, l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, et on en parle avec Marie-Pierre Lalande. Pas facile de se remonter le moral quand on vit des épreuves difficiles. Lynne Dufresne nous énumère les étapes du deuil. L'édition de la semaine du 13 décembre 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Suite à l'immense succès cet été de 50 Shades, la parodie musicale, une première série de nouvelles dates de spectacle a été annoncée. Et nous avons le plaisir de recevoir Martin Larocque, une des stars de la pièce, qui nous sera présentée à Laval le 22 janvier prochain à la salle Marcelin-Champagnat. Bonjour Martin. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Donc, c'est un plaisir. Donc, vous avez commencé en août dernier au Théâtre Saint-Denis. Est-ce que vous attendiez à un tel succès puis de devoir partir en tournée comme ça? Écoute, sincèrement, je dois te dire que jusqu'à la fin, il y a eu un doute dans les répétitions, à savoir quelle allait être la réception de ce genre de spectacle-là. C'est un spectacle 16 ans et plus, on s'entend. Controversé. C'est tiré d'un roman érotique, bon, tu sais. Et non, la réponse a été finalement très agréable, très party. Et ça, on l'a vu le premier soir quand on a commencé à jouer. Non, on a fait un soir juste avant pour les amis. Puis là, on a fait, OK, la réaction, c'est oh, il rit, OK, tout passe. Tu fais, OK, ça passe. Et là, on a pu commencer à jouer la tête tranquille. Mais il y a eu un doute tout le long. Il n'y a que le producteur et metteur en scène qui, lui, était convaincu que ça allait passer, que les gens allaient s'amuser. Mais c'est un nouveau langage pour moi, tu sais. Puis le monde de l'érotisme et de la parodie, ce sont deux choses qu'on fait très peu au Québec sur scène. Et là, en plus, on ajoute une couleur à ça qui est musicale. Donc, c'est une parodie musicale, chantée, dansée, à travers des textes qui... Même moi, en les répétant, je faisais « Oh! » Je vais vraiment dire ça. Je vais vraiment dire ça. Parce qu'apparemment que tu es un peu plus conservateur dans la vie. Moi, j'ai inventé le mot « straight ». Ah, OK. OK, moi, je suis straight. OK, Vraiment. t'es straight. Je suis très propre, tu sais, bon... Et là, tu dois dire des phrases assez colorées. Ah, très coloré, très coloré. Désolé, je peux pas les dire ici parce que faut invitez-moi chez vous avec un verre de vin. Nos téléspectateurs sont très ouverts d'esprit. Mais ceux qui connaissent 50 Shades vont faire attends une minute, ils ont fait ça sur scène. OK, puis OK, tout l'esprit, l'ambiance du sadomasochisme, toute la tension sexuelle qu'il pourrait y avoir, oui, mais avec un ton parodique. Donc, c'est pas vulgaire, c'est pas quelque chose de rough, désagréable. Les oreilles friseront peut-être un petit peu, tu sais, mais pas plus que ça. C'est amusant. Surtout Vraiment, avec le sadomasochisme, il y a de la place à la parodie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de place. Je fais des choses sur scène. Jamais de ma vie, j'aurais cru que je ferais ça sur scène. Habituellement, on fait ça ailleurs, tu sais, mais sur scène. Et de la façon que c'est fait, ça a été vraiment un plaisir à le préparer en se disant attends, ça, là, c'est une comédie, là. OK, allons-y, on plonge. Puis finalement, bien, ça a fonctionné. Les gens ont accepté la convention, mais en dans 5 minutes, ils écoutent la première chanson, puis ils font non, c'est pas vrai. Puis là, ils s'amusent, ils se laissent aller, puis ils embarquent dans. Ça a viré quasiment party des fois. Ça faisait party. Même pour les gens qui ne trippent pas comédie musicale, ils vont apprécier. Je dirais surtout pour les gens qui ne trippent pas comédie. Oui, parce qu'on est un peu ça trash. sort un petit peu de la norme. Puis on fait des clins d'œil. Tu sais, le fantôme va y passer Les Misérables. Ceux qui sont très aiguisés vont voir passer Grease, Dreamgirl. Tu sais, il y a plein de petits clins d'œil. Même Un violon sur le toit dans lequel j'ai joué, il y a des petits clins d'œil qui vont passer. Fait en même temps, on s'est fait plaisir à travers tout ça. En plus que tu joues le rôle de Christian Grey, donc c'est pas peu dire. Ben, c'était naturel. Oui, je vois pas pourquoi il c'est aurait pris ton casting. jouer Scarpellino. Là, ben non, c'est ça. Non. Oui. Puis d'ailleurs, quand il m'a appelé, le producteur, j'ai refusé parce que j'ai dit fais tes devoirs, man, lis le roman, là, t'as rien compris. Puis lui m'est revenu avec l'idée de la parodie. Alors, oui, je fais Christian Grey, le jeune millionnaire sexy et tout ça. Ben, je comprends. T'es vraiment fine sur mon ego, toi. Ça me fait plaisir. En tout cas, la critique est unanime. Il y a vraiment des bonnes critiques. Oui, le monde se tente de rire.
Alors, ben, je vous invite à aller voir ça. 50 Shades, la parodie musicale, 22 janvier prochain à la salle Marcelin Champagnat. Et en tournée à travers le Québec jusqu'au mois d'avril. Sûrement qu'il va y avoir des dates qui vont se rajouter. Ah, je le souhaite parce que c'est un party. On le joue là, avec une espèce de plaisir enfantin. Fait que les gens embarquent dans cette convention-là. Venez juste avoir du fun. Vous, ça vous donne du gaz quand ça rit comme ça. Ah, énormément. Ah oui, puis des fois ça hurle. Et pour les billets, mesdames et messieurs, 450-667-2040 ou en ligne à www.salleandrémathieu.com. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci mille fois. On parle de Sanofi Canada avec Marie-Pierre Lalande. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, bien moi, je veux savoir un peu c'est quoi Sanofi Canada pour commencer. Bon, Sanofi est basée à Laval depuis une soixantaine d'années. C'est la division pharmaceutique d'un groupe mondial. Au Canada, nous avons 4 divisions. Les vaccins sont basés à Toronto. Également une division qui est vraiment dédiée aux maladies rares. Et également, dans l'ouest de l'île, nous avons la division pour la santé animale. Cool. Puis j'ai entendu que vous aviez gagné un prix. Oui, Sanofi s'est vu décerner cette année un prix, donc les top employeurs au Canada. Qu'est-ce que les top employeurs? C'est une compétition où les différents employeurs peuvent soumettre un dossier et le tout est analysé par Mediacorp, qui est une compagnie canadienne de publication dans le milieu du travail. Donc, on est très fiers de cet accomplissement pour Sanofi. Puis, je veux dire, pour gagner un certain prix comme ça, bon, les critères doivent être assez rigoureux. Là, je veux dire, c'est pas n'importe qui peut gagner ce prix-là. Est-ce que vous savez à peu près, vous êtes en mesure de gagner ce prix-là par rapport à... Qu'est-ce qui fait en sorte que vous l'avez eu, puis peut-être pas quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai jamais appliqué pour qu'une compagnie soit dans le top 100, par exemple. Ouais. Est-ce que vous êtes jugé par rapport à, je sais pas, est-ce qu'ils font des genres de questionnaires aux employeurs, savoir si vous les traitez bien ou genre si c'est la propreté, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous gagnez ce prix-là? Une excellente question. Donc, le top employeur, ils ont invité 800 compagnies, 8000 compagnies à soumettre leur dossier. Wow, bon, c'est beaucoup. C'est énormément. Donc, et ce que les entreprises doivent faire, c'est soumettre leurs pratiques et programmes en matière de ressources humaines. Donc, on passe de différents critères et de catégories d'évaluation. Donc, l'environnement de travail, les avantages sociaux, la rémunération totale, les politiques de conciliation travail-famille. Donc, il y a 13 catégories. Il y a un jury qui étudie vraiment chacune des soumissions. Et basé sur ces soumissions, il décide d'identifier les entreprises qui sont considérées comme les top employeurs au Canada. Wow. Donc, c'est un concours qu'il y a au niveau national, mais également, il y a un niveau plus local. Donc, on soumet. Et cette année, contrairement en 2014, où on avait soumis, où on avait été nommé un top employeur dans la région de Montréal, cette année, on était très fiers puisqu'on a monté un échelon et on est également top employeur au niveau canadien par la façon qu'on s'est démarqué de nos pratiques et politiques ressources humaines qu'on a mis en place. Mais bravo, bravo. Merci beaucoup. Puis, est-ce que c'est à chaque année aussi qu'on a ce prix-là? Est-ce qu'il faut appliquer à chaque année pour reavoir le prix, si je peux dire ça comme ça? Oui, effectivement, c'est un concours annuel où les gens sont appelés à resoumettre à chaque année. Donc, libre aux compagnies de vraiment décider s'ils vont de l'avant ou pas. Donc, on reste à voir pour l'année prochaine. Puis bon, comme vous êtes des grands gagnants, est-ce que vous avez des conseils à donner justement aux gestionnaires ou directeurs, directrices de ressources humaines? Je pense qu'il y a des conseils à donner, puis c'est des grands principes qui sont bien connus. Dans une entreprise, une des choses qui est très importante et je vous dirais qui est vraiment la priorité, c'est vraiment nos employés. Donc, d'avoir des gens qui sont vraiment engagés, qui voient vraiment qu'ils peuvent faire une différence à tous les jours dans la mission de ce que l'entreprise veut. Et chez Sanofi, notre mission, bien sûr, c'est d'apporter l'espoir et la santé à nos patients canadiens grâce à des nouveaux médicaments qui, justement, changent leur qualité de vie. Donc, nos employés chez Sanofi, on a le privilège d'avoir des gens très compétents qui, justement, ont à cœur la réalisation de nos objectifs et de faire une différence jour après jour dans ce qu'ils font au travail. C'est clair. Puis j'ai entendu aussi que vous parlez de vie sédentaire aussi, qui est plus propice à développer des maladies chroniques. Dans quelle mesure vous êtes
apte à dire quelque chose comme ça? Mais c'est sûr qu'on a vu beaucoup de faits saillants dans les nouvelles qui disaient, bon, bien, d'être sédentaire et un peu ce qu'on appelle le new smoking. OK. Donc, c'est ce qu'on qualifiait avant de, bon, fumer, la cigarette qui était nocive pour la santé. Maintenant, il y a vraiment des études qui montrent une corrélation entre avoir un mode de vie sédentaire et nos possibilités d'accroître des maladies chroniques. Donc, étant dans le domaine de la santé, pour nous, c'était bien important de donner ces opportunités-là à nos employés, d'avoir un mode de vie qui est un mode de vie sain. Donc, on a lancé différentes initiatives au sein de nos bureaux de Laval, dont l'année passée, une était, on a installé sur chacun de nos étages au moins un poste de travail qui est un poste de travail actif, donc avec tapis roulant. Donc, les gens peuvent aller faire leurs appels, peuvent aller faire des appels conférences, mais en marchant d'un pas. C'est bien le fun. Et quand même assez lent. Genre, attendez, je vais aller faire un appel. Oui, Je effectivement. pars le tapis roulant, puis j'ai... Oui, les C'est gens. fun. Donc, les gens, à place d'être assis à la journée longue, sont en mesure d'aller vraiment faire d'un pas tranquille. Là. Donc, personne n'est en train de faire du jogging au travail. Là. Ah, mais c'est cool. Donc, ça, c'est effectivement, les gens ont grandement apprécié. Et avec ça aussi, on a participé à ce qu'on appelle un mouvement qui s'appelle Global Corporate Challenge, où les gens étaient invités à former des équipes de 7 individus. Et c'était une marche virtuelle qui durait sur une période de temps. Et chaque jour, les gens avaient un podomètre et étaient invités à marcher 10 000 pas par jour. Donc, ce qui semble peut-être évident, mais c'est pas toujours facile de faire nos 10 000 pas. Donc, ça a vraiment créé une atmosphère au sein de l'entreprise où est-ce que les gens se lançaient des défis à prendre moins les ascenseurs, plus les escaliers. Et c'est jumelé aussi avec une alimentation saine. Donc, on essaie vraiment de promouvoir auprès de notre cafétéria une alimentation, je vous dirais, qui suit bien les règles. Là. Bien, chapeau. Est-ce que vous avez Merci un site bien. Internet où on peut avoir toutes ces informations-là, j'imagine, de Sanofi Canada? Oui, ça nous fait plaisir d'inviter les gens sur le site de Sanofi Canada, donc là où il y aura plus de détails, non seulement sur Sanofi, mais également sur le concours du Top Employeur et des liens aussi à Mediacorp qui a organisé le tout. Bien, merci infiniment d'être venu nous rencontrer en studio. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. À la dernière chronique psycho pour la saison, Lynne Dufresne nous parle des étapes du deuil. Bonjour, Lynne. Bonjour. Un deuil, ça peut être une torture, c'est une vraie tragédie et ça change une vie. Ça change une vie. Ça peut être des deuils qui sont résorbés assez rapidement, mais d'autres deuils aussi peuvent devenir beaucoup plus pathologiques. Donc, des deuils qu'on va devoir traiter en consultation au niveau de la psychothérapie. Surtout quand c'est la mort de quelqu'un, j'imagine. Bien, il y a des décès. Plus la personne est près de nous, plus c'est difficile. Ça peut être la mort d'un parent. Ça peut être la mort d'un enfant. Ça, c'est très difficile pour un parent de perdre son propre enfant. Ça doit être ce qu'il y a de pire. C'est pas habituel. Habituellement, c'est le parent qui va partir avant, dû à l'âge. Donc, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à gérer au niveau de la psychologie humaine. Là. Alors, on passe à travers combien d'étapes quand on vit un deuil? Il y a plusieurs auteurs qui disent 5, mais moi, j'aime mieux employer les 7 étapes du deuil. OK. Et puis, on commence par quoi? Bien, la première étape est l'état de choc. L'état de choc, oui. On ne veut pas perdre quelqu'un, fait qu'on est en état de choc. Habituellement, c'est une étape qui n'est pas si longue que ça. C'est à l'annonce du décès, l'être humain, on dirait qu'il fige. Il y a quelque chose. On n'a pas d'émotion. C'est ça, tout est figé. Donc, c'est un peu ça. Et les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est tout à fait, ça fait partie du processus de deuil, on va dire normal, entre guillemets. Et ça, c'est pas très long habituellement. Non, pas tellement long. Ça dépend, là, ça peut fluctuer d'une journée à quelques semaines. Ensuite, les émotions embarquent. Ensuite, les émotions embarquent, mais il y a le déni. Le déni, on ne veut pas accepter. C'est comme le refus de croire à l'information. Hein? Puis souvent, on va avoir l'état de choc et le déni ensemble. Fait que je ne veux pas croire que la personne que j'aime a quitté. Ça peut être un deuil animalier. Je ne veux pas croire que mon chien, mon chat soit parti. Donc, ça peut être qu'on continue à vivre comme si la personne était encore là. On le sait, mais il y a une partie de nous qui est dans le déni. On ne veut pas ça. OK. Troisième étape? La colère et le marchandage. On est en colère que la vie nous ait enlevé cette personne-là. Des fois, on peut être en colère après nous. Puis on va marchander, on va faire comme négocier à l'intérieur de nous, de dire, si, mettons, je vais me coucher ce soir, puis demain matin, je vais me relever, puis ça va être un rêve. Tu sais, on marchande. Ou si je fais telle chose, peut-être qu'elle va revenir. Je pensais à un marchandage au niveau spirituel. Aussi. OK. Ça pourrait on être peut parler à Dieu puis être révolté contre Dieu. Aussi. OK. Et ensuite vient
La dépression, la tristesse. Exactement. Donc, c'est certain que là, les gens vont pleurer, ils vont avoir une lourde tristesse, c'est profond, ça fait mal, c'est souffrant. Et ça peut être long, j'imagine. Ça peut être plusieurs années même. C'est un état de désespérance, mais oui, plusieurs années, je vous dirais que c'est pathologique, mais la tristesse va se résorber. Ça dépend du deuil aussi. Bien, c'est certain que si je pense à mon père qui est décédé en 2007, j'ai encore de la tristesse, mais pas de la tristesse comme en 2007. Est-ce que ça va avec un peu l'état de victime? On se victimise, on fait pitié? J'irais pas jusque-là. Ça, j'embarque là, ça peut être pathologique. Mais la tristesse à l'état brut n'est pas une émotion souffrante. C'est plate que mon père soit décédé. Donc, en 2007, j'avais plein d'autres émotions mélangées avec ma tristesse. C'est ça qui est encore plus souffrant. Ensuite, on est rendu à... La résignation. 5. Oui, la 5e étape, la résignation, c'est j'arrête de me battre. C'est l'acceptation? C'est pas l'acceptation, c'est la prochaine étape, l'acceptation. Ah, OK, j'ai sauté une étape. Oui, donc, la résignation, il y a la c'est résignation avant. l'abandon de cette lutte au cours de laquelle la personne peut avoir le sentiment d'avoir tout essayé pour revenir à la situation perdue. Fait que je me résigne. Il est parti. On lâche prise. Je peux rien faire. C'est un lâcher-prise total. D'une certaine façon. Et ensuite, Là, il y a on l'acceptation. accepte. Ben oui. Fait que j'accepte la perte de mon être cher. C'est triste, mais je m'en sors et la vie continue. Puis je peux rien y faire. Fait que j'accepte que ça soit comme ça. Des fois, il faut accepter qu'on n'accepte pas encore. On accepte qu'on n'accepte pas, d'accord? Tout à fait. Ça fait moins lourd à porter. Et ensuite, on se prend en main. On se prend en main. Et là, c'est la reconstruction. Donc, comment je me reconstruis avec cette réalité-là de ne plus avoir auprès de moi cet être humain qui était cher à mes yeux? Et ça peut être pour un deuil, mais ça peut être pour une rupture amoureuse ou ça peut être pour quelque chose de moins grave comme perdre un emploi. Là. Et les étapes, c'est bon pour toutes ces... Toutes les pertes, perte d'un conjoint, d'une conjointe, d'un deuil de personne, ça peut être la perte, ça peut même être la perte d'une maison que j'aimais beaucoup, mais j'ai dû m'en débarrasser, la perte d'un emploi, ça peut être beaucoup de choses. Et je crois aussi qu'on peut revenir dans les étapes, Oui, sauter des étapes, revenir en arrière. Je te remercie beaucoup, Lynn, et Merci. on se revoit l'année prochaine. Oui, tout à fait, en 2016. Bienvenue à Caudalie Boutique Spa à Carrefour Laval. Caudalie est le créateur de vinothérapie qui s'inspire des traitements de la vigne et du raisin, les polyphénols antioxydants, le resveratrol raffermissant et la vinéphrine qui est illuminant pour la peau. Nous avons des traitements en cabine qui s'inspirent des traitements de vinothérapie spa. Donc nous avons un soin Vinosource, un soin du visage qui utilise en fait les raisins qui vont permettre d'enlever les petites peaux mortes mais aussi d'hydrater la peau. Nous avons un soin Resveratrol Lift où nous utilisons en fait des rouleaux qui vont permettre de lifter et drainer pour enlever les toxines et aussi relifter et resculpter la peau. Et nous avons un soin corps qui est en utilisant une chandelle qui est le fleur de vigne Caudalie, qui est donc parfumée à la fleur de vigne et qui hydrate et protège la peau pendant ces hivers froids au Canada. Et pour le corps, nous avons le baume gourmand pour le corps et Caudalie vous offre un baume pour les lèvres et une crème pour les mains pour bien cocooner votre peau sèche pour l'hiver. Et pour ces soirées festives, nous vous recommandons le parfum divin de Caudalie.
nous vous invitons à venir visiter cette marque de produits français avec les produits, les traitements qui s'inspirent de la vinothérapie de Bordeaux. Fleurs et Distinction est une magnifique boutique de Laval où les fleurs, la décoration d'ambiance et les cadeaux recherchés créent une harmonie parfaite. Nous recevons la fondatrice et spécialiste d'ambiance, Renée Riopelle, pour nous donner des trucs de décoration et des idées cadeaux pour le temps des fêtes. Bonjour, Renée. Bonjour. Spécialiste d'ambiance, c'est intéressant comme expertise. Donc, tu es fleuriste. Fleuriste, oui, mais pas n'importe quel fleuriste, quand même, haut de gamme. Oui, c'est sûr qu'on met beaucoup sur la qualité des fleurs, sur les looks des arrangements. Pour nous autres, c'est bien important. La qualité, ça fait du début à la fin. Et si la fleur n'est pas à la qualité de tes standards, tu les donnes? Oui, on les donne à tous les vendredis au centre palliatif de Ville-de-Laval. Et puis, tu disais tout à l'heure qu'à la boutique, parce que je suis jamais allée, mais je suis très curieuse de voir ça, c'est comme une maison de fées. Les gens vont là des fois même pour se remonter le moral, tellement c'est magnifique. Oui, on a toutes sortes de choses. On a du décor, on a des fleurs de soie, on a les... Bien là, présentement, c'est le thème de Noël, fait qu'il y a des arbres de Noël, des décorations. Puis il y a toujours une table qui est montée avec un look, avec un thème. Là, présentement, c'est le blanc et or, un petit peu comme ça ici. J'ai une autre table qui est plus Noël traditionnel avec le rouge et puis le vert puis le noir. Ça va dépendre vraiment de... J'essaie de cibler différents endroits pour avoir des choix différents pour les clients. Parce que vous avez des centres de table, vous avez des arrangements fleuraux, des décorations on a des décorations comme ça. Oui, on fait des couronnes de Noël aussi. On fait des gerbes. On fait... Des arbres de Noël? Oui, les arbres de Noël, ça, oui. Ça, c'est sûr qu'on en a avec les décorations. Puis, bien, c'est ça. C'est ce qu'on fait avec... Des décorations extérieures aussi, je crois. Oui. On le fait juste plus pour l'image de la boutique à l'extérieur. Je ne vais pas chez les gens faire des décorations d'art extérieur. Pas pour le moment, parce que ça prend des équipements pour le faire, puis on n'est pas équipé pour ça présentement. Et ça vient d'où, cette passion-là pour les fleurs? Ah, depuis ma tendre enfance, mes parents ont toujours aimé les fleurs. Mes parents faisaient un petit peu d'horticulture à la maison, puis j'ai comme été élevée dans les fleurs. Mon père achetait des fleurs à ma mère à toutes les fins de semaine, puis j'ai toujours trouvé ça beau. Fait que c'était comme quelque chose qui m'a... Je regardais une revue, puis quand je regardais une page que j'aimais, c'est parce qu'il y avait des fleurs dedans, tu sais. Fait que je me suis rendu compte que ça m'attirait. Fait que j'ai été prendre un cours. Et ce que j'ai capté de toi, c'est que non seulement tu es très, très passionnée, mais tu es une ultime perfectionniste. Oui. Si tu fais un arrangement ou quoi que ce soit, il faut que ça soit à ton goût et absolument parfait, sinon tu ne le remets pas au Sinon, client. ça sort pas du magasin, c'est sûr. Et puis... Que ce soit du choix de la fleur, aller jusqu'à l'emballage aussi de l'arrangement, parce qu'on met ça dans des petites boîtes décorées. Puis c'est toujours décoré. Les fleurs vont aller avec l'emballage que je vais y mettre. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a des clients qui veulent un arrangement ou des couleurs qui vont ensemble, puis ça fait pas ton affaire? Non, tu te sens mal à l'aise? Oui, ça arrive, puis il faut amener les clients gentiment à leur faire comprendre qu'il y a des couleurs qui se mélangent pas. Et vous avez des bijoux également? Oui, on a des bijoux, on a des produits gourmets, on a des produits pour le corps. On a des lignes pour le corps aussi. On fait, puis du bébé aussi, des toutous, puis des choses comme ça. Des fois, les gens veulent avoir ils veulent envoyer des fleurs pour une naissance. Fait qu'on va mettre souvent un petit toutou dans une boîte avec les fleurs. Fait qu'on va faire un setup qui va être pour le thème que les gens vont demander. Et bon, évidemment, c'est du haut de gamme, mais est-ce qu'il y en a pour tous les portefeuilles? Est-ce que je peux dire, je veux un arrangement pour tel montant? Oui. Si les gens ont 20 de budget, on est capable de faire de quoi de très joli à 20 Puis si on 100 aussi, la même chose. Et puis, qu'est-ce qui est très tendance là, pour le temps des fêtes? Bien, le rouge est toujours là. Les plumes aussi, les plumes de faisan, c'est intéressant. Cette année, on a beaucoup le doré avec le blanc. La petite cocotte dorée, c'est mignon. Oui, c'est vraiment... à chaque année, je peux vous dire que c'est des couleurs, ça ici, qui vont se répéter. Puis des fois, bien, il va y avoir le vert lime qui va être plus à la mode. Mais cette année, c'est vraiment traditionnel puis classique. Et qu'est-ce qui est de bon goût là, à offrir comme cadeau d'hôtesse? Bien, les fleurs, c'est toujours le fun. Puis on a aussi des produits, c'est une ligne qui s'appelle Garçon de table,
Elle fait des verres à vin, des bouteilles d'eau pour mettre sur la table. Elle a toutes sortes de produits qui sont vraiment bien faits. Puis surtout que c'est des produits québécois, fait que c'est sûr que ça nous encourage à y vendre, oui. En plus, donc, la boutique Fleurs et Distinction est située au 639 boulevard Curie-Labelle à Sainte-Rose. À Laval. Et oui, et fleuretdistinction.com si vous voulez aller magasiner, voir des photos un petit peu. Est-ce qu'on peut commander des choses? Oui, on peut commander, oui, par téléphone. On peut aller voir un petit peu sur le web aussi. Bien, merci beaucoup. Merci Et à bon vous. temps des fêtes. Merci. Du jamais vu à Laval, une exposition d'à peu près 30 artistes internationaux ici à la salle Alfred Pellan. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, merci. Là, c'est vraiment comme du jamais vu, là. Il y a plein d'artistes qui viennent de partout Ouais. pour exposer leurs œuvres. Ça fait quoi, ça, d'avoir ça dans sa salle, la salle Alfred Pellan? Ben, c'est très chouette pour les Lavallois. C'est très chouette aussi pour la salle Alfred Pellan, qui est à la Maison des Arts, qui est dans la Maison de Laval, des Arts de Laval. Parce que, bon, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est une exposition d'envergure. C'est pas 30 artistes internationaux, mais il y en a plusieurs là-dedans. Bon. Voilà, c'est ça. Mais il y a des grands noms, effectivement, Duchamp et plusieurs autres de cette période-là de l'art optique qui s'est développé beaucoup entre 1960 et 1975. Et c'est très rare qu'il y a eu une vraie rétrospective de cette période-là. Alors, c'est sûr qu'on est très heureux là, à la salle Pellan d'offrir cette exposition-là. Puis c'est aussi une belle reconnaissance parce que c'est quand même un centre d'exposition qui est d'envergure. C'est grand, c'est bien équipé. Et pour les artistes et évidemment le public, là, c'est très chouette de venir exposer à la salle Pellan. Puis vous m'avez dit que vous aviez 4 expositions Oui. par année. Là, il y en a une qui est avant Noël. Oui. Elle Oui. consiste en quoi, cette exposition-là? Oui, on fait 4 grandes expositions par année dans la salle, puis il y a même des petites expositions qui sont dans le foyer de la salle de la Maison des Arts. Cette grande exposition-là, qui est Hop, le vertige optique, c'est vraiment axé sur cette période de l'art où on jouait avec les jeux de couleurs mis de côté, l'une à côté de l'autre, les effets de vibration, de pulsation. On touche même l'art cinétique, donc il y a des effets de mouvement qui font qu'on regarde une œuvre, puis on ne sait plus, il se crée un effet. Donc, cette exposition-là, il y a, je ne sais pas exactement combien de tableaux, mais peut-être une soixantaine quand d'œuvres. même. Oui, c'est vraiment d'envergure. Il y a même des enfants qui ont participé à un concours de dessin. On leur a prévu une salle où ils ont accès. Il y a des gagnants, où il y a des tableaux qui ont été inspirés justement de l'art optique, parce qu'on fait beaucoup de médiation culturelle à la salle Pellan. Donc, moi, je suis allée la voir là, avant de venir, mais il faut vraiment le voir. Ça vaut le déplacement. Puis c'est très ludique aussi de voir tout ça pour les enfants comme pour les adultes. C'est ça, parce que, bon, j'imagine que c'est une exposition qui est autant pour les enfants que pour les adultes. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de restriction. Oui, puis bon, c'est gratuit. La salle Alfred Pellan, c'est toujours gratuit. Wow. On peut venir en tout temps. Dans le temps des fêtes, on est fermé, bon, la veille de Noël, puis le jour de Noël, bien sûr. Puis la même chose pour le Nouvel An. Mais sinon, c'est gratuit. Vous pouvez venir, c'est du mardi au dimanche, habituellement jusqu'à 17 heures. Puis, oui, puis quand on a des spectacles à la Maison des Arts, ben, on ouvre jusqu'en soirée, là, jusqu'à 20 heures. Wow. Puis là, l'exposition, durant le temps des fêtes, bon, après ça, est-ce qu'il y en a... Parce que là, vous me parlez d'art optique. Hein? Oui. Est-ce qu'on change un peu de... Parce que ça ne peut pas toujours être de l'art optique pendant l'année au complet. C'est toujours différent. Est-ce qu'il y a différents styles qu'on va retrouver durant... je dirais l'année prochaine, en 2016. Bien, la médiation, la mission de la salle Alfred Pellan, c'est qu'on présente essentiellement de l'art actuel, de l'art contemporain. Donc, ça, c'est certain, là, vous ne verrez pas une exposition sur un artiste du Moyen Âge. Là. De toute façon, on n'aurait pas les moyens. mais sinon, oui, cette exposition-ci, elle est jusqu'au 7 février prochain. Et sinon, il y a toujours une pause où on doit démonter, remonter. Mais le 21 février, on reprend avec une autre artiste qui s'appelle Jacinthe Lessard, qui, elle, fait complètement autre chose. C'est axé sur la photo cette fois-là. Wow. Et ça change tout le temps. Avant Noël, c'était sculpture, photo, art. Mais c'est toujours art contemporain. OK. Puis, est-ce que c'est toujours
Est-ce qu'il y a un minimum d'œuvres? Est-ce que c'est toujours 60 œuvres? Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir Non, 30? pas du tout. Là, dans ce cas-ci, il y a une trentaine d'artistes, mais des fois, on expose autour d'un seul artiste. OK. J'ai déjà vu des expositions où il y avait comme 2 installations principales, mais évidemment, toute une réflexion autour de Oui, ça. Mais non, j'imagine. ça change à chaque fois. Et on est très soucieux aussi c'est que la salle Alfred Pelland produit aussi des expositions, on ne fait pas que de l'accueil. OK. Donc, quand on produit, on s'adapte à la demande des artistes et on essaie le plus possible d'accommoder ces gens-là avec les techniciens en muséologie et évidemment la muséologue Jasmine Colizia qui est responsable. Puis, parce que là, on va inciter les gens à aller faire un tour. Oui, Franchement, c'est bien gratuit. sûr. Vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. Non. Vous êtes situé où, à peu près? Bien, on est sur le boulevard de la Concorde. OK. Donc, on est à 5 minutes du métro pour ceux qui aiment Ouais. les transports en Ben commun. On traverse le stationnement. Ici, le 1395, boulevard de la Concorde-Ouest. Et est-ce que vous avez un site Internet où on peut retrouver cette Oui, on information-là? a vraiment un site, maisondesarts.laval. Maisondesarts.laval. Voilà, c'est ça. Bien, merci infiniment. Ben, Venez en merci. studio. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, je reçois Robert Dethière de l'École de percussion Jam Experience. Bonjour, Robert. Allô, Nancy. Tu es un habitué de la place. Tu es venu nous voir déjà et là, tu as une nouvelle session qui va commencer. Oui, Tu as 3 écoles. Oui. Qui sont? j'en ai une à Laval, Oui. une à Saint-Sauveur, et là, on vient d'ouvrir une nouvelle division au Mont-Tremblant, dans le Nord. OK. Oui. Donc, ça, c'est au mois de janvier. Saint-Sauveur, c'est le 11. Oui, c'est le 11 janvier à 19h. À Laval, c'est le 12, donc mardi, le 12 janvier à 19h. Et puis, au Mont-Tremblant, c'est le jeudi, le 14 janvier à 19h30. OK. Parce qu'il faut que je me rende. Ah, OK, le trafic. Oui, c'est ça. Et comment ça fonctionne? C'est une porte ouverte. Les gens peuvent venir essayer? Oui, Peuvent pour la essayer porte le ouverte, on rouvre les portes, donc les gens peuvent venir rencontrer les professeurs, rencontrer les élèves qui sont déjà là. Et moi, je donne un cours d'initiation à la percussion. C'est gratuit. Les gens, ils viennent, ils essaient. S'ils aiment ça, ils peuvent s'inscrire pour la session d'hiver, qui est 12 cours. Ah, 12 cours. Puis en plus, ils n'ont pas besoin de fournir le matériel. C'est toi qui fournis le matériel. Oui, exactement. On fournit tout, que ce soit les percussions, les dum-dums, les shakers. Le stationnement est gratuit pour les étudiants, donc tout est compris. À Laval, ça a lieu au 1000 boulevard de l'Avenir. Ça, c'est au Collège Le Temps. C'est au Collège Le Temps, c'est juste à côté du métro. Donc, les gens de Montréal peuvent se déplacer puis venir voir ou bien venir prendre le cours à Laval. Donc, et c'est en face du Cégep Montmorency, à côté du métro. Donc, c'est une place facile pour tout le monde. Toi, ça fait longtemps que tu es dans la musique, dans la percussion. Je veux juste te parler d'un peu de toi parce que tu as fait vraiment beaucoup de choses. Tu as été en collaboration avec Gino Vanelli, le Cirque du Soleil, La Chicane, Boom Desjardins, Bob Harrison. Tu as fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Oui. Là, actuellement aussi, tu as produit un spectacle, Insolita. Oui. Ça vaut la peine d'aller voir pour voir un peu qu'est-ce que tu fais aussi autre. Insolita.ca, sur ton site, on peut voir. C'est un spectacle qui couvre tout. Il y a de la musique, de la danse. Oui, en fait, Insolita, c'est un show multiculturel, si tu veux. C'est un show qui met en vedette les percussions. OK. Contrairement au Cirque du Soleil, ça va être plus les trapézistes ou bien les artistes de cirque qui sont en vedette. Dans Insolita, étant donné que moi, je suis percussionniste et je tripe sur la percussion, donc j'ai mis en vedette les percussions, mais des artistes de feu, des danseurs, des chanteurs, des musiciens. Et puis... Tu as fait le spectacle, la première, en fait, de Juste pour rire avec ce spectacle-là. Oui, cette année, on a fait l'ouverture du festival Juste pour rire. Et puis, on avait aussi une vedette de la percussion qui est Mélissa Lavergne de Belle et Bomme, qui est dans le show. Et puis... Je pense même, elle donne aussi des ateliers dans ton école aussi. Oui, Mélissa, c'est une amie que je connais depuis longtemps. J'ai même été son professeur au niveau des baguettes quand elle a commencé à 17 ans. J'ai été le premier à l'engager avec une paye. OK. Et puis là, évidemment, on est restés bien amis. Et puis, elle donne des ateliers. À cette heure, elle n'a pas beaucoup de temps, donc elle donne pas beaucoup d'ateliers. OK. La seule place où elle donne des ateliers, c'est chez nous, à l'École Jam Experience. Donc, on a la chance d'avoir Mélissa avec nous autres de temps en temps quand elle a le temps. Et là, avec ton école, il y a aussi une possibilité, je pense, de faire des spectacles de différentes façons.
Au niveau école? Oui, au niveau école, on fait tout le temps un spectacle de fin d'année. OK. Et puis, des fois, pour certains événements, que ce soit pour la ville ou bien pour des dons, ou bien, ce qu'on fait, c'est que l'école va donner une prestation pour des hôpitaux. On fait ça aussi pour les enfants, des fois. OK. Fait qu'on peut commencer à apprendre. Puis en plus, on a une possibilité de participer à un spectacle. Exactement. Si les gens prennent plusieurs sessions, donc on va commencer débutant A, B, C, intermédiaire, avancé. Après ça, tu peux prendre un cours spectacle. Et là, dans ce temps-là, l'été, on fait une couple de spectacles avec l'école. Donc les gens, ça leur permet de vivre l'expérience de faire des spectacles tout en apprenant la percussion. Mais est-ce que c'est accessible? Parce que ça a l'air tellement rapide, on vous écoute, c'est tellement beau. Est-ce que tout le monde peut suivre un cours comme ça? Oui, si tu as un minimum de rythme, tu peux apprendre des cours, puis tu peux évoluer là-dedans. C'est un instrument je trouve, c'est un instrument quand même assez facile pour commencer. C'est sûr que ça a l'air facile pour ceux qui jouent professionnellement. Oui, il y a un niveau qui peut être élevé, qui peut avancer. Exactement, puis on n'a jamais fini d'apprendre. Okay. Même moi, je prends des ateliers encore. Et ça, c'est bon temps pour les adultes, les enfants? Oui. Est-ce que c'est un cours ouvert à tout le monde? C'est un cours ouvert à tout le monde. On commence, nous autres, à 7 ans. OK. Et puis même qu'on a des fois des merges avec des enfants avec leurs parents. OK. Alors, on a un prix spécial quand les enfants viennent avec leurs parents. L'enfant, c'est à moitié prix. Donc, souvent, ça va être comme une sortie parent-enfant. Et juste un autre volet de ton entreprise, c'est aussi que tu fais du team building. C'est quoi ça? Oui. En fait, Jam Experience, il y a comme 3 volets. On a le volet team building, qui est un volet de travail d'équipe. On va dans des compagnies, que ce soit Iris, que ce soit Ford, whatever la compagnie. Et puis, on va, avec l'aide des Jim B, faire de la consolidation d'équipe. Okay. Donc, du travail d'équipe. Donc, tu fais de la formation en entreprise au travers de la musique. Exactement, exactement. Ça, c'est le team building, le volet team building. On a le volet aussi spectacle, donc avec des professionnels. Tantôt, on a parlé de spectacle avec les étudiants, mais on a un volet spectacle, que ce soit pour le Cirque du Soleil ou que ce soit pour un show corpo ou bien un gros festival. On va développer des numéros même pour les corporatifs ou bien pour des villes. Donc, ça, c'est le volet spectacle. C'est pas vraiment les étudiants, c'est plus les professeurs et puis des personnes avec qui que je collabore depuis des années. Et toute ton information sur ton école, tu as un site Internet, jamexperience.com. Donc, les dates du début de la nouvelle session, c'est là. C'est là. Puis on a un Facebook aussi pour nous suivre. C'est pour quand on a des petits événements. Tout est dans le Facebook Jam Experience ou bien le site Internet jamexperience.com. Bien, merci. Au plaisir de te revoir une autre fois. Bien, ça fait plaisir. Merci. Les décorations de Noël sont indispensables pour créer une ambiance féerique lors de vos soupers de famille. Si le temps ou l'espace vous manque pour bien décorer, les créateurs fleuristes de votre région peuvent vous aider. Pour en parler avec moi, on reçoit nul autre que Louise Arcan. Bonjour, Amélie. Ça va bien, Louise? Ça va très bien. Je te dis que tu dois être occupée. Je suis très occupée, mais c'est le fun, la période de Noël. Bon, on va faire l'entrevue super rapidement pour que tu puisses aller travailler. Mais bon, justement, quand le temps nous manque, est-ce que tu as des trucs vite fait pour faire des belles décorations? La meilleure chose, c'est de se rendre dans les jardineries parce que la plupart des jardineries qui sont ouvertes à Noël disposent vraiment d'une gamme incroyable de décorations de Noël ainsi que des végétaux et des produits déjà tout prêts là, pour utiliser. Puis, en fait, on peut utiliser même des remplacements de sapin de Noël. Bien, tout à fait. Si on n'a pas le temps de faire notre sapin de Noël, il y a justement un beau pain qu'on peut utiliser qui s'appelle un araucaria, qui est vraiment un pain magnifique, qui est originaire de l'Australie. Et l'avantage... Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas y mettre des grosses décorations de Noël parce que c'est plus léger comme feuillage, là, mais on pourrait facilement y mettre de beaux rubans, des petites lumières. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi le garder à l'intérieur à l'année. Et l'été, on peut le sortir à l'extérieur et c'est vraiment super beau. Alors, puis on a de toutes les grosseurs. On en a vraiment des petits jusqu'à des 6 pieds, 8 pieds de haut. On peut pas mettre ça à l'extérieur l'hiver? Pas l'hiver. Malheureusement, on ne peut pas mettre l'hiver, mais l'été, on pourrait le mettre là, mi-ombragé à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est super beau et très facile à garder. On a simplement bien arrosé, laisser sécher le sol, éviter de le mettre trop près d'un calorifère et le tour est joué.
Est-ce qu'il y a d'autres végétaux comme ça s'appelle comment? Bien, qu'est-ce qui est le fun Ça a l'air aussi, plus quand d'un on sapin. reçoit à la maison, il faut commencer à accueillir nos invités à l'extérieur, là, mettre la magie à l'extérieur aussi. Alors, il n'y a rien de plus beau que d'acheter des arrangements là, déjà composés pour mettre à l'entrée de notre porte. Et aussi, on peut les acheter dans les jardineries déjà montées ou le faire nous-mêmes. Là. C'est très, très, très facile à créer. Tout le monde possède des sets, des sapins Ah oui, ça sur a le l'air très, très terrain. facile à faire, Tout ça, à Louise. fait. C'est très simple. On remplit notre pot de terre, à peu près jusqu'au bout ici, pour garder l'humidité dans le pot, pour que nos branches puissent résister vraiment longtemps à l'extérieur. Ensuite, on va installer là, une petite mousse oasis qu'on va bien imbiber d'eau pour mettre vraiment de l'eau pour pas que ça puisse sécher, là, pour que le feuillage reste vraiment humide. Et ensuite, on a simplement à piquer nos branches, puis laisser aller notre imagination et on va créer et rajouter des petites décorations de Noël, puis on va créer vraiment des pots spectaculaires. Et si on a un budget, c'est quand même abordable. Si on les Très crée abordable. nous-mêmes. Bien, ça va se détailler, je vous dirais, un pot comme ça, là, dépendamment des grandeurs, entre 40 et 60 chez le fleuriste ou la jardinerie. Mais si on le fait nous-mêmes, là, on peut récupérer des pots qu'on a à la maison, prendre des feuillages qu'on a sur le terrain, du cornouiller, du cèdre. C'est très facile, mettre des décorations et ça coûte rien. Là. Et comme centre de table, bon, on a des petits... Bien, à Noël, ce qui est le fun, c'est vraiment mettre de la magie partout dans la maison. Alors, on en a à l'entrée de la maison, sur notre table qu'on va recevoir avec notre belle dinde et tout, là, de faire un beau centre de table. On peut le créer nous-mêmes ou aller chez le fleuriste ou à la jardinerie, ils vont le confectionner pour vous. On peut vraiment l'agencer avec les couleurs des plats sur la table, des assiettes et tout. On peut ajouter à l'extérieur, là, j'ai C'est vraiment cute. On a Rudolph ici. Bien, j'en ai de Vraiment toutes beau. les grosseurs. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'il y a vraiment du monde qui ont du talent au Québec. C'est tout fait à la main. On a des gros bonhommes de neige, des petits bonhommes de neige, des reines, des hiboux. Il y a plein de choses qu'on peut créer. Vraiment une ambiance qui est intéressante. C'est ça, pour si on a Noël. du temps, on peut se laisser aller. Là, c'est Oui, le puis fun si on quand n'en a même, pas, là. mais moi, à la jardinerie, puis il est très facile de trouver des trésors sans problème. Et si on veut étendre nos connaissances en la matière, vous donnez des ateliers au Saint-Sylvain. Oui, on a un atelier justement ce dimanche pour confectionner des belles boules magiques de Noël en lumière. C'est vraiment là, très tendance sur Internet et sur Facebook. Là. Et c'est vraiment magnifique. Des grosses boules de toutes les dimensions et de couleurs. On montre comment les fabriquer et les réaliser. Faire des grosses boucles. Ça, juste aller visiter notre site Internet, ça va avoir les informations pour nos ateliers. Serre-sylvain-cléroux.com pour s'inscrire. Exactement. Mais excellent, merci beaucoup, Louise. Ben, Et c'était un puis, plaisir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne Amélie. chance pour passer à travers cette période. Merci. Il est passionné d'histoire. Lui et sa famille font partie des bâtisseurs de Laval. Claude Lavoie, Laval t'accueille à notre émission de télévision. Alors, bonjour Jean-Jacques. Oui. Dis-moi, Claude, ça fait longtemps que tu t'intéresses à l'histoire, puis à l'histoire des Lavoie, par exemple. Oui, ça fait plusieurs années, puisque je suis ici, la famille Lavoie. On est ici à l'île Jésus depuis les années 1630, 1640 environ. Ah bon? Mais c'est une grande histoire, parce que, comme on le sait, les Lavoie au Québec, on est la 8e famille la plus importante. Alors, 8e famille, ils sont pas restés, ils n'étaient pas au chômage, eux autres, quoi. non, ils ne regardaient pas tellement souvent la télévision. La télévision, alors. non. Alors, il y a deux ancêtres Lavoie. Il y a le premier qui s'appelle le nom Lavoie. Avant, c'était De Lavoie. De Lavoie. D-E-L-A-V-O-I. Donc, il y avait quelque chose de noble chez les Lavoie. On l'espère qu'il en reste encore. Il en reste encore. Alors, il y a René de Lavoie qui est arrivé en 1656. C'était un monsieur qui vivait dans la ville de Rouen, en France. Ah ouais, oui. Et puis, quand il est arrivé ici au Québec, il s'est installé sur la côte de Beaupré. Ah bon? Et puis, il y a eu plusieurs fils, parce que ce groupe de Lavoie-là, ils ont donné, contrairement à mon ancêtre, il y a eu des filles. Lui, René de Lavoie, lui avait des fils. Des fils. Fait qu'on retrouve des Lavoie au Lac-Saint-Jean, dans toute l'Est du Québec, dans la ville de Québec. Alors, c'est eux qui sont qui forment la population de Lavoie la plus nombreuse. Et puis là, eux autres sont envenus lentement quand même ici vers le Jésus, quoi. Non, c'est un autre ancêtre. C'est un autre ancêtre. C'est le Bon. mien. Mais pour terminer avec René, un petit fait, c'est que son épouse, ça a été l'objet d'un des premiers miracles à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Ah bon? Alors, c'est relié à ça, fait qu'on pourrait
C'est une petite anecdote là, qu'on pourrait raconter à un autre moment. D'accord. Mon ancêtre, à moi, il s'appelle Pierre Delavoye. Pierre Delavoye. Lui, il vivait en une petite ville à côté de La Rochelle qui s'appelle Étré. Il était, comme on dit, fermier dans une ferme de sel. Donc, c'était un métier un peu bourgeois, puisqu'il percevait la gabelle à ce moment-là. Donc, il était affilié. Et il est parti, pour une raison qu'on ignore, il est parti de sa région avec son épouse et ses 5 enfants. Donc, ça, c'est un fait particulier. Donc, il n'est pas venu comme étant un engagé. Fait que lui, il a immigré avec toute sa famille. Ça veut dire qu'il avait les moyens et surtout probablement les bons contacts. Est-ce que c'est avec le groupe de Jeanne Mans, je pense? Non. Parce que Jeanne Mans faisait beaucoup de recrutement dans le secteur à ce moment-là. Oui, mais lui, c'était, comme il était près de La Rochelle, il fournissait le sel au bateau. Ah bon? Son épouse était de la famille celui qui était, c'était des Huguenots. Oui. Mais les Huguenots, c'est eux autres qui fournissaient les denrées aux Ursulines. Ah, OK, d'accord. Alors donc, il était... on peut faire des hypothèses, mais... Mais Claude, je vais quand même, parce que tu sais qu'on a très peu de temps, je vais quand même aller aux Lavoie qui se sont illustrés sur l'île de Jésus, parce que c'est une famille qui est quand même de grands bâtisseurs ici à Laval. Oui. D'abord, à part toi. Il y en a d'autres qui se sont illustrés. Oui. Alors, à partir, Pierre Delavoye s'est installé à Saint-Augustin. C'est là qu'il a eu sa terre. De là, son fils Jean est allé à Trois-Rivières. Et de Trois-Rivières, son fils, à lui, s'est en allé à La Prairie. Et de La Prairie, il a marié une fille de Ville-Saint-Laurent. Ah bon, c'est là que c'est arrivé. Alors, ça s'est passé là. Oui. Et puis, l'histoire raconte que les gens de Ville-Saint-Laurent achetaient des terres sur l'île Jésus parce que commençait à manquer de bois. Ah bon? À force de couper des arbres pour se chauffer, maintenant, il fallait l'histoire des terres à bois, ça fait partie de l'histoire du Québec. Parce que les terres de l'île Jésus, à cet endroit-là, on va dire dans le sud-est, sud-ouest plutôt de l'île Jésus, c'était des terres noires. On ne savait pas trop quoi faire avec ça jusqu'à temps que les maraîchers réussissent à en faire des légumes. Donc, c'est la voie-là. C'est ça. C'est là. Et alors, sur l'île Jésus, ils ont commencé, ils sont venus s'installer ici. Mais quels sont ceux qui sont le plus illustrés de ceux que tu connais? Bon, on a eu Jean-Noël Lavoie. Ah, Jean-Noël, le fondateur de Ville-Laval. Fondateur de Ville... oui, c'est lui qui a eu la vision de créer, d'unifier les 14 municipalités qui restaient pour former Ville de Laval, bien sûr. On a aussi Rodolphe Lavoie, qui était le maire de Saint-Vincent-de-Paul. Oui. On a aussi... À qui on doit peut-être le Centre de la nature? Ah, peut-être. Oui, le Centre de la nature, c'est Rodolphe Lavoie qui avait acheté le Centre de la nature des frères Maris. Okay. C'est à lui qu'on doit ça. Est-ce que c'était pas une ancienne carrière, ça? Oui, une ancienne carrière. Puis la carrière avait été donnée en don après la faillite de M. Bastien avait été donnée en don au frère Louis-François. OK. Ouais. Donc, dans les personnages célèbres, on a Dan Bigra, qui est le fils de, on va dire, de ma tante Agnès. Ben oui. Et puis Alain Gravel, célèbre chroniqueur dont la mère est une Lavoie. Il y a aussi mon grand-père, Didyme Lavoie, qui était un des bâtisseurs des caisses populaires de l'île Jésus. Et si vous passez devant l'église de Saint-Martin, puis vous regardez le coq qui est en haut du clocher, c'est mon grand-père. C'est le grand-père qui a fait ça. Oui, c'est ça. Ma tante disait... J'étais assez tanné de l'entendre cogner, ce maudit coq. Alors, il y en a d'autres Lavoie aussi qui ont été célèbres, mais Claude, on a très peu de temps, mais on va se reprendre pour une autre émission éventuellement, parce que c'est tellement intéressant de connaître nos bâtisseurs ici à Laval, ceux qui se sont illustrés. Alors, je tiens à te remercier beaucoup, et puis on va avoir l'occasion de se reprendre, puis d'informer le grand public de nos bâtisseurs ici à Laval. Puis toi, étant donné que tu es un grand passionné de l'histoire, merci beaucoup. Nous poursuivons la tradition cette année avec Nicolas Vincent Poirier qui nous fait ses suggestions de films à voir durant le temps des fêtes. Salut Nicolas. Salut. C'est un beau temps pour sortir des films, le temps des fêtes. Oui, tout à fait. Écoute, tout le monde est en congé, mais aussi, la saison des prix arrive bientôt, les Oscars entre autres.
Et durant le temps des fêtes, il y a 3 films que je suggère vraiment aux gens d'aller voir. C'est même pas des films de Noël, en plus. Non, c'est même pas des films de Noël. Le premier, c'est un film de Ron Howard qui s'intitule « Au cœur de l'océan ». Et c'est basé sur le fait vécu qui a inspiré l'histoire de Moby Dick que tout le monde connaît. C'est un film qui se passe en 1820 et puis bon, c'est des pêcheurs qui se font attaquer par une énorme baleine. Et c'est des pêcheurs qui vont être pris en mer, il va leur arriver toutes sortes de catastrophes. Et d'ailleurs, Chris Hemsworth, qui interprète le rôle principal, il a dû avoir un régime de comme 5 à 600 calories par jour, perdre je ne sais pas trop combien de livres. Ça, c'est bon signe pour les Oscars. Ben oui, c'est sûr. Meilleur acteur. C'est sûr. Puis moi, je suis sûr que ça va remporter une tonne de prix, dont beaucoup d'Oscars, parce que Ron Howard, à chaque fois qu'il fait un film basé sur un fait vécu, ben ça rapporte une tonne de prix. On prend son premier en 95, Apollo 13, 2 Oscars. Ensuite de ça, A Beautiful Mind en 2001, 4 Oscars. Si on prend en 2008, Frost Nixon, 5 nominations aux Oscars. Et puis bon, son dernier, Rush, bon, il n'y a pas eu de nomination aux Oscars, mais il y a Chris Hemsworth qui joue dedans aussi. Donc, moi, je suis sûr que ça va quand même rapporter une tonne de prix. Sûrement un succès critique, mais peut-être pas au box-office. Ça reste à voir. Non, moi, je pense pas, parce que la semaine d'après, il y a Star Wars qui commence. On veut pas sortir en même temps que Star Wars. On veut pas sortir en même temps que Star Wars, absolument pas. Et pas juste ça, même le réalisateur J.J. Abrams, celui qui a réalisé les 2 derniers Star Trek, il voulait même pas le réaliser. Disney l'a approché, puis go, réalise, on veut que tu le fasses. Trop de pression. Est-ce quel honneur de dire que tu as réalisé le reboot de Star Trek et de Star Wars. Non, lui, il voulait pas toucher à ça. C'était un trop gros poids au niveau de ce que Star Wars représentait culturellement. Finalement, il a dit oui. Je pense pas qu'il va réaliser les 5 qui s'en viennent, dans le fond, dans les 4 qui s'en viennent, parce que oui, maintenant, à chaque année jusqu'en 2020, un nouveau Star Wars va sortir. Incroyable. Rogue One, qui va sortir, je pense, le 16 décembre 2016. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de Star Wars là? Bien, il ne faut pas oublier que c'est Disney qui a acheté ça à George Lucas. Mais George Lucas, il doit avoir peur un peu. Non, George Lucas, il s'en fout parce il s'est détaché de ça complètement. Totalement. Il s'est fait offrir 4 milliards par Disney. Disney, il a dit, garde, à 4 milliards, on t'achète tout, c'est fini, tu n'as plus rien, plus de propriété, plus de ce que... On t'achète tout. Mais c'est vrai que si on avait 4 milliards, Nicolas, peut-être qu'on aurait un certain détachement. Oui, mais c'est son bébé, il ne faut pas oublier ça. Ouais, c'est l'œuvre de sa vie. Mais lui, il s'est dit, il a dit dans une entrevue qu'il voyait ça un peu comme un divorce. C'est quand tu divorces, tu ne veux pas aller voir ce que ton ex fait tout le temps. Puis lui, il fait ça par rapport à Star Wars. Il ne l'a même pas vu jusqu'à présent. Il y en a des gens qui l'ont vu, mais pas lui. Toi, t'es pas un grand fan de Star Wars, hein, Nicolas? Pas particulièrement. Mais ça m'a pas accroché jusqu'à date, ni même Star Trek. Moi non plus. Il y a juste Yoda que j'aime. Et puis là, il est pas dans le nouveau film, donc aucun intérêt. Bien, peut-être que si jamais il y a beaucoup de fans qui aiment Yoda, peut-être qu'il va en avoir un. Bien, il amène des beaux messages spirituels et tout ça, donc c'est pour ça. Hey, on y va avec Quentin Tarantino! The Hateful Eight, les 8 salopards en français. Moi, j'adore le titre en France, les 8 salopards comparé à les 8 enragés. C'est un film qui n'était pas censé se faire. Parce qu'en 2013, quand Quentin Tarantino était en train d'écrire le scénario, il s'est fait voler le scénario et ils ont mis ça sur Internet. Et là, à partir de là, il a dit, ben non, je le fais plus, le film, c'est fini. Tu sais, le punch est brûlé. Le punch est brûlé. Puis finalement, bon, il a changé d'idée, il a fait le film. Et ça, justement, c'est la preuve comme quoi que maintenant, il faut vraiment faire attention pour bien cacher ses scénarios. Et dans Star Wars, d'ailleurs, c'était tellement bien protégé que certains acteurs très connus, ils leur demandaient d'attendre justement dans un hôtel, puis OK, regarde, on dit d'ici comme 1 heure si c'est une limousine qui vient te chercher pour t'amener à la première lecture du scénario, ou si ben, ton billet d'avion est acheté puis tu retournes chez vous parce que t'es pas pris. C'est comme à ce point-là. Donc, plus ça va et plus c'est secret, parce que bon... Quentin Tarantino est un petit peu cinglé de sortir en même temps que Star Wars, mais bon, ça, c'est son affaire. Oui, mais de toute façon, je pense que Tarantino, il va se faire une bonne place quand même au box-office. Son film de Hateful Eight, je suis persuadé que ça va remporter un bon succès parce que, bon, c'est Tarantino. Mais je te remercie beaucoup, Nicolas. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on se revoit en 2016. En 2016? C'est déjà la fin de notre émission. Si vous voulez qu'on parle de votre organisme ou entreprise, vous pouvez contacter l'équipe de Laval et compagnie.
Il y a 2 façons de nous rejoindre. Tout d'abord par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à nos réalisateurs, producteurs, chroniqueurs et invités d'être passés à l'émission. Et c'est déjà la dernière de l'année 2015. Bon temps des fêtes, Laurence! Bon temps des fêtes à toi aussi. On va leur souhaiter un très agréable temps des fêtes 2015 et une très belle année, un très beau début d'année 2016. Bye bye tout le monde! Bye!